So, dear speakers, all of you on the front row, and to our Vice President, a very, very Alors les orateurs, bienvenue notre vice-président. Merci aussi à tous ceux qui font partie de l'auditoire et ceux qui nous suivent en ligne. Merci beaucoup. Alors, qui était là au cours de la deuxième session? OK, vous n'êtes pas de nouveau. OK, bienvenue à tous. C'est la troisième session du deuxième jour de la 21e version de cette réunion de région. Alors ici, on va se concentrer sur la rétention des talents pour la croissance régionale. Et donc, on a parlé tout d'abord de la réorientation des énergies locales, du redéploiement pour la sécurité et la durabilité. Alors, nous avons un service d'interprétation. Vous voyez les canaux et les langues. Pour ceux qui sont chez eux, il y a une icône sur laquelle il faut cliquer pour avoir la langue souhaitée. Je suis Madame Sickel. Je vais être celle qui va présenter les travaux. Et puis, il y aura une session spéciale avec la commissaire Madame Ferrer à partir de 19h. Allez. Encore une fois, oui, une petite réserve. Éteignez vos smartphones. Alors, je vais demander à nos orateurs de venir sur le podium. Alors, il y a aussi une facilité sur Slido. Et je vous invite à poser quelques questions qui doivent être merveilleusement brèves. Et si c'est possible, j'essaierai de recueillir une ou deux questions de la salle. Mais n'oubliez pas qu'une question, c'est quelque chose qui a un point d'interrogation à la fin. Voilà, je ne perds pas plus de temps que cela. Et vous avez le hashtag Regions Week et cette session est spéciale. Voilà, rétention du talent pour la croissance régionale. Avant de brosser le tableau, j'invite tous les orateurs ici sur le podium pour savoir et pour m'assurer qu'on parle tous de la même chose. Je demande au vice-président de la Commission pour la démocratie et la démocratie, Dubravka Suissa. Oui. Voilà, vous avez peut-être le siège le plus confortable, le sofa. De la municipalité de Bologne, Annalisa Boni, donc vice-maire de Bologne. Bienvenue, madame. Alors, Annalise qui est près de moi. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, donc il vaut mieux que je sois proche d'elle. Virginia Marco Castel, directeur du gouvernement régional de la Castille-La Manche, c'est Espagne. Alors, directeur d'université en Estonie, nous avons Thomas Asser, recteur vraiment, et enfin, nous avons Christian Schletter, professeur associé au Centre pour les grandes structures de Danemark, qui nous en dira un peu plus. Alors, j'ai eu le privilège d'avoir eu des gens vraiment chouettes ce matin. Non, il ne faut pas, bien sûr, affirmer ce que j'ai dit. Alors, vous devez savoir une chose, vous ne serez pas dans cette salle si l'Europe n'était pas en passe d'une grande transition. Vous savez que
les forces de travail diminuent, peut-être que tout le monde n'a pas eu une éducation universitaire et il faut aussi traiter de cela. Vous savez qu'il y a beaucoup de disparités territoriales, des régions sont différentes, enfin, etc. Qu'est-ce que ça fait à l'esprit d'une région et à la vie des habitants? Alors, beaucoup de politiques sont importantes au plan national, on nous en dira plus. Je m'en tiens là pour l'instant, mais avant de donner la parole au vice-président, je demande, voilà, si votre vue est parfaite, puis-je vous demander donc à l'auditoire de passer à Slido. Alors, le sondage, qu'est-ce qu'il faut faire pour retenir les gens en milieu régional? Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Que faut-il faire? Pour l'instant, bon, ça ne bouge pas encore. Mais bon. Alors, si vous avez répondu à cette question, levez la main, s'il vous plaît. Ah, voilà, oui. Il y en a toute une série. Alors, que faut-il faire pour retenir les talents et pour éviter cette fuite des cerveaux? Est-ce que nous devons soutenir les régions pour qu'elles soient plus alléchantes? Est-ce qu'il s'agit de promouvoir plus d'investissements de toute forme possible pour peut-être augmenter, relever le niveau des compétences? Peut-être faire en sorte que les autorités régionales soient de la partie? Aider les régions à diversifier leur économie ou se concentrer sur, je sais pas, la prestation de services. Tous ces services qui sont critiques pour la vie des citoyens. Voilà. Voilà, on a tout ça pour faire des régions un endroit très alléchant. Ça, c'est un cadre pour tout ce qui reste. Alors, vous avez un microphone. Ah, voilà. Je suis tellement habitué que je n'avais pas fait attention. Vous devrez être la première personne à avoir des écouteurs. Alors, qu'est-ce que vous pouvez ajouter que l'auditoire risque de ne pas encore savoir? Vous pourrez peut-être nous brosser ce cadre. Alors, bon après-midi, je suis plus qu'heureux d'être là. Merci à la commissaire Ferreira qui m'a invité. Donc, je suis impatiente de suivre la discussion. Je dois aussi en savoir plus sur les projets issus de l'Espagne, d'Estonie, du Danemark et de la part de mes collègues panélistes. Donc, il y a un beau spread démographique et géographique. Alors cette rétention des talents a été au cœur des réflexions au début de mon mandat. Pourquoi faire cela? Car il fallait adopter la communication sur les talents régionaux. C'est comme ça qu'a commencé l'année européenne des compétences. Nous devons essayer d'attaquer le problème de la fuite des cerveaux que beaucoup de régions expérimentent. Notre but a été de mieux comprendre les compétences qu'il faut pour effectivement accompagner cette transition digitale. Et puis, quels sont les changements démographiques qu'expérimente l'UE? Et nous sommes aperçus qu'il y a un portefeuille sur la démocratie. Donc, non que ce ne soit pas de la compétence, mais nous aidons. Alors ceci va de pair avec le boost des compétences, former, recycler les personnes pour qu'ils acquièrent les compétences nécessaires pour effectivement supporter l'impact du changement démographique. En fait, c'est la scène pour l'année européenne des compétences. L'année passée, c'était la jeunesse. Donc, nous avons décidé de consacrer l'année
à ce sujet. Pourquoi? Parce que les compétences sont vitales pour la prospérité, l'innovation, les travaux et pour la concurrence de la communauté. Donc, pourquoi avons-nous sélectionné ce sujet? C'est pour promouvoir une mentalité pour augmenter les compétences et recycler les compétences. Alors, avec tous les fonds, 65 milliards ont été mis de côté pour développer ces nouvelles compétences. Nous avons lancé toute une série d'initiatives et d'actions à travers cet instrument de boostage de cela. Alors, nous avons fait le compte de 64 régions. Alors, nous avons mis en place un groupe de travail pour s'occuper du numérique, de la santé, de l'innovation ainsi que de la dimension territoriale. Alors, c'est commencé le 11 septembre et ça va clôturer le 26 octobre. Nous avons aussi un appel à proposition des autorités locales pour essayer de comprendre le déclin des régions. Et pour les instruments, ça va se clôturer le 17 octobre. J'espère que vous avez trouvé utile de nous soumettre vos idées en la matière. Alors, il faut recueillir les bonnes pratiques dans toutes les régions. Pour soutenir cela, je vous invite à suivre la plateforme pour l'échange des cas de bonnes pratiques que nous avons lancée en juillet dernier. Et puis, s'agissant de compétences, il faut mentionner que la main-d'œuvre et les pénuries de personnel ont atteint des niveaux inédits. Nous sommes près du plein emploi. Est-ce que vous croyez cela? Comme a dit Mme von der Leyen dans son message sur l'état de l'Union, au lieu de millions de personnes qui cherchent un emploi, nous avons des millions de postes de travail qui recherchent des personnes. Un exemple, 74% des PME disent qu'elles sont devant un manque de main-d'œuvre, ce qui, effectivement, retient l'activité de 2/3 des PME. On peut l'accepter. Les PME sont la colonne vertébrale du marché intérieur. Elles doivent avoir accès aux compétences de besoin. Alors, les déficits sont vraiment importants et sont créés par un changement démographique. Nous avons une société vieillissante et une population en déclin. Ceci a un impact important dans le capital humain de la communauté, pas uniquement en termes de quantité, mais en termes de qualité aussi. Et ça a un impact significatif sur notre concurrence, bien sûr, notre compétitivité plutôt. Voilà pourquoi le Conseil européen nous a chargé de mettre au point donc une boîte à outils démographique qui va contribuer à aider là où ce manque de population affecte notre compétitivité. Nous devons être capables d'identifier et de régler ces aspects si nous voulons maintenir le leadership de la compétitivité en Europe. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'aujourd'hui, nous allons présenter notre boîte à outils demain matin pour les compétences, pour activer toutes les générations et pour effectivement faire ça. Et donc pour pendant 20 à 30 ans. Donc le récit change de vieillissement à la longévité. Mais bon, combler les lacunes qu'on trouve dans certains secteurs de la main-d'œuvre et donc la remise à niveau des compétences, ce n'est pas un vain mot. Et nous devons également traiter des flux migratoires légaux pour remplir les postes de travail de notre papa. Alors la Commission va adopter un paquet de mesures. C'est le premier outil de la boîte à outils pour effectivement
avoir des chiffres sur la main-d'œuvre des pays tiers. Et il faut que ce qui manque réponde à ce dont la communauté a besoin du point de vue stratégique. Et il y a une fertilisation croisée des compétences, la fuite des cerveaux et le boostage des talents. Voilà. Voilà, maintenant, je suis curieuse d'entendre ce qu'ont nous nos panélistes et surtout de l'expérience qui consiste à retenir les talents. Car vous savez exactement, vous, ce qui se passe sur le terrain. C'était bien d'avoir le tour d'horizon pour savoir comment les institutions de l'UE réagissent à cela. Bon, je suis content que vous soyez passé du vieillissement à la longévité. C'est bon, ça. Dans certains pays où il est question d'élever l'âge de la majorité, etc., vous aurez quelle est la réaction. Et donc, ça mérite une pensée plus fondamentale. Lorsque vous parlez du vieillissement combiné au déclin de la population, bon, alors 34% des PME ont des déficits de recherche de main-d'œuvre. Et donc, ce n'est pas faire ce qu'on fait d'habitude. Il faut faire quelque chose de nouveau à cet état, à l'âge du numérique. Alors, la vice-présidente sera là pour la moitié de notre session. Alors, je vais vous permettre d'écouter le premier tour des interventions. Et puis, si vous voulez revenir sur tel ou tel point, eh bien, ne vous gênez pas avant de nous quitter. Alors, bon, Annalisa Boni. Alors, bon, ça remonte à longtemps, je ne sais pas. On a fait des choses dans le cadre d'Euroville, Eurocité. J'ai fait beaucoup de choses en coopération avec vous. Vous êtes dans cette magnifique commune de Bologne. Bon, j'ai été là et je suis revenu avec une surcharge pondérale de 25 kilos. Alors, ici, donc c'est là que vous êtes né, n'est-ce pas? Vous êtes secrétaire général d'Eurocité pendant 7 ans, donc recueilli pas mal d'expérience, et vous êtes revenu à la ville de votre naissance. Un gros portefeuille pour présenter un meilleur profil de cette ville. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été abordées. Alors, donnez-nous un petit avant-goût peut-être superficiel de ce que vous avez fait, par voie d'exemple. Effectivement, je suis en mesure de parler de tout. En tant que maire adjoint, vous devrez être en mesure de le faire. Mais ici, on parle de retenir les talents. C'est un plaisir de vous revoir. Certains d'entre vous, je les ai rencontrés à plusieurs reprises. Merci de m'avoir invité à cette séance de l'après-midi. Nous sommes une réalité intéressante. Nous essayons de savoir comment attirer les talents. J'ai préparé des transparents, mais je ne sais pas si cela fonctionne. Je pense que cela fonctionne. Je vais vérifier. Voilà. Tout cela pour vous dire que la région métropolitaine de Bologne a un grand potentiel. Nous travaillons sur l'attrait pour les talents. Nous représentons un demi-million de personnes. Très souvent, les gens ne font que traverser Bologne en train, etc. Mais c'est une ville très stratégique. La qualité de la vie est excellente. Nous avons
des super ordinateurs à Bologne au niveau européen. Donc, c'est vraiment un terrain extrêmement fertile pour ce qui concerne l'attraction que ce territoire peut exercer. Que faisons-nous dans ce domaine? Nous travaillons ensemble avec les autorités locales, avec l'administration de la capitale de Bologne et aussi avec l'autorité métropolitaine. Nous essayons de rassembler nos forces et nous travaillons petit à petit sur l'initiative Invest in Bologne, un peu comme Invest EU. C'est une initiative, un centre de ressources qui nous permet d'accueillir des entreprises qui veulent s'étendre en Bologne, qui veulent s'installer en Bologne, etc. Nous les accompagnons. Cela remonte à 2019. Mais nous avons constaté que des entreprises et des investisseurs ont besoin de compétences. Si vous n'avez pas de compétences, si vous n'avez pas de qualification sur le terrain, en même temps, si vous n'avez pas de spécialistes, les entreprises ont des difficultés à investir et à s'installer quelque part. C'est la raison pour laquelle nous avons créé Bologna for Talent. Mes yeux peuvent suivre. Cliquez sur le vert, apparemment. Bien. Voilà. Essayons de voir les photos. Cette dame n'avait pas de transparent au départ, mais bon. Investir à Bologne. Et dans ce contexte, nous avons créé Bologne pour les talents. Il s'agit de souhaiter la bienvenue, d'attirer et de retenir des éléments. Bologna for Talent est un service que nous avons essayé de renforcer pour attirer et retenir des personnes. Bologne met l'accent sur retenir les talents. Je crois que c'est la partie peut-être la plus novatrice. Nous avons lancé un appel par rapport à des étudiants en dernière année. Nous avons suggéré que ces personnes travaillent à un projet. 50 étudiants avaient été retenus au départ pour retenir 13 dans un premier temps et 11 ont finalement été recrutés. Donc, on est parti d'un petit cercle pour aller vers un cercle plus grand et avancer pas par pas. Ceci a été financé par la politique de la cohésion. C'est important puisque nous sommes aujourd'hui à une conférence des régions de l'Europe. Bologne pour le talent a bénéficié de la politique de cohésion, du financement de la politique de cohésion. Le rôle le plus important a été joué par la cohésion et les fonds de la cohésion pour ce qui concerne Bologne. Nous avons inspiré la région
qui a approuvé une loi régionale, parce qu'en Italie, des régions peuvent éditer des lois concernant le fait de retenir des talents. Et ainsi, nous avons mis l'accent sur ces développements positifs. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous le saurez mieux que moi, mais ce qui est important, c'est de faire la différence entre attirer les gens et les retenir. Lorsque j'anime des réunions, je m'adresse souvent à des sociétés, par exemple le secteur de la distribution, qui se posent la question avec qui allons-nous travailler à l'avenir. Donc il s'agit de la question d'être attirant, mais aussi de retenir les compétences, les talents. Je vais revenir vers vous un peu plus tard, mais je veux maintenant passer à So a very warm welcome here to Virginia Marco Carcel. Virginia Marco Carcel, directeur au niveau du gouvernement régional de Castille-La-Manche. Vous y retrouvez bien dans la politique communautaire. Des discussions ont lieu naturellement au niveau de l'Union européenne, mais des discussions ont lieu également au niveau des Nations unies. Et je crois qu'il est très important de savoir comment atténuer le phénomène de dépopulation. Quoi qu'il en soit, je vous passe la parole. Vous devez régler deux choses à la fois, vos notes ainsi que les transports. Merci de nous avoir invités, d'avoir invité Castille-La Manche. C'est un honneur pour moi d'être ici. Je dis bonjour à Castille-La Manche. Il y a une série de villes industrielles dans ce territoire. 70% du territoire a une densité de population en dessous de 12,5 habitants par kilomètre carré. Et notre région comprend seulement 2 millions d'habitants. Notre mesure principale, vous pouvez peut-être ralentir un peu, je pense aux interprètes, vous pouvez peut-être ralentir un peu. Excusez-moi de vous interrompre. Bon, les mesures les plus importantes que nous avons adoptées pour lutter contre la perte de la population, ces mesures remontent à il y a 7 ans. Nous avons inventé un instrument qui s'appelle ITI, c'est-à-dire investissement intégré pour le territoire. C'est un outil efficace mis à la disposition par la Commission pour concentrer davantage les fonds de la politique de cohésion. Un programme a été promu pour le retour des talents dans notre région. Nous avons été accompagnés par des conseillers pour faciliter l'intégration des travailleurs. L'initiative principale dont je voudrais parler, nous n'avons pas seulement les régions, mais nous avons aussi un pouvoir législatif au niveau des régions. Donc, nous avons été pionniers au niveau de la loi luttant contre la dépopulation il y a 2 ans.
De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une série de mesures qui prévoient des niveaux d'imposition différents en fonction de la population qui vit dans une région. Donc, ceci permet aux gens de vivre dans des zones rurales et d'investir là-bas. Et cela pour profiter de toutes les compétences dont nous disposons. Une autre mesure était la subdivision en zones, c'est-à-dire de procéder à une classification des zones à forte densité et à faible densité et à risque de dépopulation pour tenir compte des problèmes réels et pour pouvoir trouver une solution efficace. Pour ainsi faire, nous avons analysé les régions au niveau NUTS 3. Nous pensons que c'est très efficace. Résultat des opérations, la population a augmenté depuis 2 ans, et cela de 9 000 citoyens. 70% de ces personnes vivent actuellement dans les zones faiblement peuplées. Je voulais vous montrer quelques exemples. Par exemple, nous avons réouvert une école rurale. Avoir des écoles, c'est essentiel. Ainsi, des jeunes familles peuvent vivre dans des petits villages. Et nous avons aussi organisé le co-travail pour promouvoir l'esprit d'entreprise dans ces zones faiblement peuplées. Nous avons créé des provinces du coworking. Les gens actuellement dans les petits villages peuvent trouver des services proches, médecins. Ils peuvent s'adresser à nous pour obtenir un moyen de transport pour se rendre dans ces endroits. Voilà donc les mesures principales dont nous voulions parler. Oui, le transport, c'est quelque chose d'important pour mettre en relation les villes et les zones rurales. Avant de passer à l'orateur suivant, j'aimerais poser une question. Je l'ai déjà dit précédemment dans d'autres sessions, il peut y avoir une bulle au niveau de l'Union européenne. Est-ce que les gens sur le terrain se rendent compte que l'Union européenne favorise ces développements? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qu'il existe un effort conjoint pour arriver à ces résultats? Oui, nous avons foi dans l'Union européenne. Nous mettons toujours en évidence l'importance de faire partie de l'Union européenne et de partager les priorités de l'Union européenne. Cela fait partie de notre initiative. Pour toutes les initiatives, on s'adresse au Fonds de cohésion. Aussi, pour ce qui concerne notre initiative ITI, nous défendons l'Union européenne. C'est une question importante à poser parce que la visibilité sur le terrain n'est pas toujours évidente. Et nous voulons donc ici mettre les choses au point. Donc voilà, maintenant je passe au monsieur à votre gauche. Il s'agit de Thomas Asser, qui est recteur depuis 2018
à l'université de Tartu. Au cours des années 90, il a été nommé professeur à l'Institut de chirurgie de l'université de Tartu. Tartu 2024, je crois que tout le monde a entendu parler de cela. Qu'est-ce qui est particulier en 2024 à Tartu? Encore une phrase. En 2024, Tartu sera la capitale culturelle de l'Union européenne. Oui, voilà un point important. Avant de vous passer la parole, je voudrais encore vous montrer un petit film vidéo qui vous montre quelques photos de Tartu. Nice video. Really nice video. I think it Jolie vidéo. I hope crystallizes some of the key points. Ça cristallise certains points clés que vous allez nous donner. Oui, je commence par vous remercier pour l'invitation. Un grand honneur pour ce que fait l'Université de Tartu. Elle compte 14 000 étudiants, 4 000 employés, 31 instituts, je ne sais pas combien de facultés, etc. L'université est une université qui fait beaucoup de recherches, la seule en milieu dépeuplé. Et le but de l'université, c'est d'être un partenaire actif des universités scandinaves. En tant qu'université, nous avons beaucoup bénéficié des fonds structurels de l'UE. Grosso modo, 10% de notre budget nous est donné par les fonds structurels européens. Les revenus, donc, se montaient à 24 millions. Un bon exemple, la manière dont on fait bon usage de ces ressources. Ici, ça, ce sont les bâtiments qu'on appelle bâtiments delta, vu la forme. Et voilà, delta. Ça a été initié et financé par les fonds structurels, toujours, et il abrite maintenant plusieurs instituts comme l'informatique, un grand pouvoir d'informatisation, l'Institut d'économie et de gestion et de statistiques, aussi le Centre de l'entrepreneuriat et de l'innovation y est logé, et l'Institut technologique. Et si vous regardez, il y a un petit ajout au sein de ce bâtiment Delta, et ça, c'est réservé aux entreprises. Il est loué, et les entreprises sont l'une à côté de l'autre avec l'Institut universitaire. Et donc, nous pouvons coopérer directement avec ces entreprises. Gros avantage pour l'université et à coup sûr pour les entreprises qui y sont.
du point de vue des fonds structurels, non seulement nous en avons bénéficié, mais également ça a aidé également les forces humaines, des programmes de doctorat par exemple, des programmes structurels. Nous avons pu accroître les études de doctorat, les filières. Nous avons pu rapatrier nos chercheurs et d'autres encore, ce qui nous aide sans rapatrier. Donc, sans ce rapatriement, l'université ne peut pas survivre. Donc, actuellement, nous sommes une des grandes universités de pointe de recherche en Europe. Grâce aux fonds structurels, nous avons été à même d'attirer une grande population d'étudiants. Et en résultat de quoi? Nous avons ouvert un grand projet de teaming et ceci va relever également notre attrait pour les étudiants et ça va également nous permettre d'avoir plus de chercheurs. Malheureusement, ça c'est le passé. Mais la DG Régio s'éloigne de l'infrastructure et de la recherche de base. Je pense que on assistera à des dispositions plus flexibles de financement à l'avenir. Alors, qu'avons-nous fait d'autre? Ici, nous avons co-organisé le plus grand festival des entreprises et la ville de Tartu en fait partie. Et il y a 4000 participants, des entrepreneurs, des investisseurs, des étudiants, des chercheurs. Et la prochaine édition aura lieu en janvier 2024. Alors, on a construit quelque chose de massif, un grand laboratoire de recherche, une entreprise de rang mondial a décidé d'asseoir sa recherche fondamentale, donc y compris la recherche en Estonie, et ça, c'est très bien parce que c'est un stimulant pour les jeunes entrepreneurs. Voilà, j'en ai terminé pour mon introduction. Vous n'êtes pas le premier. Bon, il faut avoir des procédures de financement plus souples. Je pense que quelqu'un de la Laponie avait déjà invoqué cela. Maintenant, je veux d'abord entendre Christian et puis revenir à la charge. Alors, bon, j'ai retenu 3 termes. Donc, Tartu sera capitale de la culture. Pourquoi en 2024? En 3 mots, pourquoi? Cosy, amical et attendant votre présence. Alors, qui compte participer? Moi, je j'irai certainement. Oui, voilà, le recteur a bien vendu son projet. Alors maintenant, Christian, expliquez-nous ce que vous faites dans votre université, que vous êtes en train d'approfondir les applications robotiques et puis appliquant pas mal de projets de recherche internationaux.
je ne fais que lire ça, mais il y a beaucoup de partenaires universitaires. Alors, présentez-vous très brièvement et puis dites-nous ce que vous avez à nous dire. Merci pour l'invitation. Je suis à la tête du centre SDU pour les grandes structures de production, aussi centre pour le centre du Danemark. Je suis un Allemand qui vit au Danemark depuis 7 ans et ce cluster m'intéressait, qui se fait à Fun, une île au Danemark. Beaucoup de développements robotiques viennent de là. Il y a 130 entreprises en robotique et en intelligence artificielle. Et donc, c'est ce que nous avons construit dans cet endroit au cours des dernières années. Alors, je dis SDU, centre pour les grandes structures de production. Voilà, nous avons certains résultats, certains robots, et on a invité tout le monde de partout en Europe pour qu'on parle de dernière évolution de robotique. Ça, c'est pas le système robotique traditionnel. Nous travaillons en 3D, donc la production de choses dangereuses. Si vous pensez à des petits robots, bon, ils travaillent dans les procédures automatisées en entreprise. Bon, ils peuvent travailler avec une entreprise juridique que vous connaissez au Danemark et nous rapprocher des matières premières et ça, c'est proche des produits fondamentaux de nos sociétés. Nous travaillons de concert avec les entreprises qui sont responsables de la génération d'entreprises, de transport, d'infrastructures, de logement, de la sécurité nationale, en certaine mesure. Par exemple, pour les chantiers navals comme celui-ci, bon, je fais partie de l'Institut Merckson, qui a été créé il y a 15 ans pour soutenir les chantiers navals, y compris les conteneurs. Et ceci est passé à l'Asie maintenant, mais malgré tout, l'Europe vraiment a une bonne place dans les chantiers navals. Mais nous dépendons fortement d'autres régions pour réaliser ces œuvres. C'est ce qu'on fait dans nos centres, donc les chantiers navals, je l'ai mentionné. Alors l'autre, c'est la génération d'entreprises. Le Danemark a été un des pionniers pour récolter l'énergie du vent et ici, bon, on produit tous les appareillages dans ce site. Ici, nous avons l'Institut Vesta et nous avons créé le premier instrument du genre. Et tout le monde a fort à faire pour trouver la main-d'œuvre. Il y a une pénurie. Et d'autre part, le degré de travail manuel est très élevé. Et donc, ils cherchent des solutions automatisées. Et bon, vous me répondez, mais vous n'avez qu'à mettre plus de robots. Mais ce n'est pas la solution, car ces robots n'existent pas encore. Les robots doivent être assez grands. Ils doivent, je sais pas, travailler dans des ensembles très très difficiles, donc ici où il y a beaucoup de mouvements de personnes, etc. Et donc il faut
effectivement aider ces entreprises qui manquent de personnel. Mais nous voulons être un phare également en Europe. Nous attirons des ingénieurs, des chercheurs dans notre région. Également, nous avons une étroite collaboration avec divers établissements d'enseignement pour permettre donc des gens de monter de hiérarchie des tâches. Par exemple, un soudeur peut faire de la robotique. On demande à cet institut de travailler avec nous pour développer des systèmes qu'on peut ramener à la maison et donc qui permettent à ces gens d'être recyclés, d'être formés. Très, très fascinant. Bon, en fait, vous n'avez pas l'impression de chercher du personnel puisque vous créez cette main-d'œuvre dont vous avez besoin. Et donc, c'est ainsi que je présente l'hélice pour permettre ce upskilling, donc cette amélioration des compétences. Qui est responsable pour tout cela? Et vous avez donné d'excellents exemples. Bon, quelques questions que je mets de côté pour l'instant. Je vais vous donner l'occasion pendant quelques minutes. Bon, alors, qu'avez-vous à dire de ce que vous avez entendu? Tout d'abord, merci pour l'occasion de suivre des situations aussi différenciées. Mais nous poursuivons tous le même objectif. Au début de mon mandat, j'étais à l'Université de Tartu, pas un sujet démographique, mais l'avenir de l'Europe. Est-ce que c'est analogue ou bien est-ce que c'est numérique? Votre Premier ministre était là. Évidemment, lui, il s'occupait du digital et a dit il faut que ce soit analogique, puisque nous on travaille tous ensemble. Tartu était cette capitale culturelle. Merci de votre intervention. Bon, j'étais à Castilla et León, où il y a une situation à peu près semblable. Et de ce que vous faites, c'est très encourageant. Et en ce qui nous concerne, la Commission européenne, que faisons-nous? Il n'y a pas une taille qui convient à tout le monde. Nous devons ajuster nos politiques aux régions, car elles sont toutes différentes. La situation est tout à fait différente dans certaines régions néerlandaises et d'autres régions en Roumanie. C'est tout à fait différent. Même chose pour l'Irlande. Les problèmes sont différents. Le logement, c'est une autre question. Vous pouvez les attirer, mais après, une fois qu'ils sont là, il faut leur donner un logement, ce qui n'est souvent pas le cas. Ça, maintenant, ça se fait en Irlande. Tous ces experts informatiques sont attirés, mais l'Irlandais moyen ne trouve plus d'appartement, car ces gens recrutés ont des salaires très élevés et ils peuvent se permettre tout ce qui existe sur le marché des logements. Même chose pour les Pays-Bas. Donc, vous voyez, il y a différentes perspectives, mais nous visons tous le même but. Donc, retenir les talents, mais accueillir de nouveaux talents. J'ai fait allusion aux migrants. Bon, c'est un problème très sensible dans certains pays, mais bon, je ne parle pas de la migration illégale style Lampedusa. Il s'agit d'attirer également les talents qui peuvent soulager notre marché du travail. Voilà. Moi, je l'envisage sous l'angle de la compétitivité. Tout ça va dépendre de leadership politique, etc. Au début, alors, lorsqu'on a eu le premier rapport sur le changement démographique, nous avons dit qu'il y a trois solutions. La première, c'est utiliser la politique de cohésion.
car certains ne savent pas très bien de quoi est le retour, mais nous devons utiliser de la meilleure façon possible les ressources. Et puis, deuxième, c'était l'intelligence artificielle et la robotique. Bien sûr, ça ne remplacera pas l'humain, mais ça peut beaucoup contribuer à nous aider. Et ça aussi, nous voulons promouvoir également l'apprentissage tout au long de la vie. Et ensuite, l'autre chapitre, c'est la migration. Pour l'instant, nous avons besoin, enfin, une femme a 2 enfants, voilà. Bon. Et alors, si on avait 5 enfants, ça n'aiderait pas. Car il faudra attendre 20 à 30 ans avant qu'on les retrouve sur le marché. Bien sûr, il faut encourager les naissances, mais ce n'est pas une compétence, la compétence des États membres. Nous nous occupons de toutes les autres mesures pour aider les États membres à effectivement faire face à ce changement démographique, ce déclin, perte de talent, etc. Et nous adopterons également des mécanismes de mise en commun de talents. Et puis on aura cette première boîte à outils qui va nous aider. Merci beaucoup de cette occasion. J'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais il y a pas mal d'autres activités à l'heure du jour. Merci beaucoup. Merci d'avoir été très concrète. Vous avez mis en évidence le caractère personnel du financement. Le financement doit être bien expliqué, savoir quels fonds donnent accès à quoi, etc. Si vous avez quelque chose à dire dans ce domaine, je vous passe la parole. Merci d'avoir mentionné l'avenir. Sera-t-il numérique ou analogue? Tous nos services sont numériques, donc notre université contribue à cela, c'est-à-dire contribue à la numérisation de l'économie. C'est ce que nous faisons. Ce que j'avais dit était tout simplement une blague. Je vous demanderai d'applaudir nos intervenants. Je peux m'installer sur le canapé. Je pense que pour ceux qui nous écoutent en ligne, c'est bien que je m'installe ici dans ce sofa. Alors, j'aimerais poser une série de questions et nous allons voir comment la salle va réagir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle des autorités locales et régionales? On n'a pas parlé de cela jusqu'à présent lorsque nous avons parlé de retenir les salariés. Quels sont les défis? Quels sont les obstacles? Quelles solutions peuvent être envisagées? Je reviens vers vous parce que vous avez parlé d'innovation et puis vous avez émis une série de réflexions avec l'intervention de l'industrie, des universités par rapport aux jeunes talents, etc. Je ne vois pas très bien les questions, mais avant de jeter un regard sur ce qui a été demandé en ligne, j'aimerais savoir si dans la salle, une personne souhaite poser la question. Vous n'êtes pas obligé de poser une question. Vous devez attendre néanmoins un micro. La Lombardie souhaite prendre la parole. Je pensais que nous avions un micro-baladeur. On a fait les tests hier.
Alors, je vous apporte le mien. Soyez bref, si vous voulez bien. J'ai inscrit une question dans le chat, mais ma question s'adresse à Madame Boni. L'attrait et la retenue des compétences à Bologne. Le problème, c'est que Bologne a un système extrêmement productif en Italie. C'est l'université la plus ancienne dans le monde et il y a beaucoup de force à Bologne. Et je me demande si la même expérience peut être développée ou appliquée à des régions plus périphériques. Merci beaucoup. Nous avons reçu une série de questions. Bien, je vous passe la parole, Annalisa. Je vous remercie de votre question. Bon, on ne peut pas répondre de manière complète à cette question, mais il y a des ingrédients qui font que chaque région peut être intéressante. Vous pouvez avoir une certaine force qui soit une force différente. Par exemple, c'est tout simplement un exemple. Si vous avez des gens, par exemple, qui viennent de Tartu et qui cherchent un emploi à Bologne, des psychologues, si l'infrastructure n'est pas suffisamment forte, suffisante, et s'il y a des problèmes au niveau du transport, etc., alors la personne en question ne va pas avoir l'impression que c'est un endroit attirant et préférera vivre dans un endroit où la nature est proche, etc. Ça, c'est une force. L'écosystème pour une entreprise est important, mais tout dépend aussi du type d'entreprise. Est-ce qu'il s'agit d'une entreprise durable, novatrice? Un territoire comme le nôtre a besoin également que l'on lance l'innovation. Les entreprises qui étaient des entreprises traditionnelles et qui passent à une entreprise plus verte, mais cela ne suffit pas. Donc, chaque territoire a une marge d'amélioration, peut améliorer sa situation. Et il y a partout des forces et des faiblesses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ce que je veux faire comprendre, c'est que la qualité de la vie que vous offrez d'une manière générale dans un territoire qui compte, et pas seulement les entreprises et le bon écosystème. Des initiatives comme celle-ci qui sont liées aux politiques locales et régionales, les questions de l'infrastructure, la création d'un environnement vivable et durable, voilà des ingrédients nécessaires qui intéresseront les gens. C'est une bonne question. Je ne sais pas si vous voulez intervenir à ce sujet. Non? Bon. Avant d'atténuer la lumière, si on peut atténuer la lumière, peut-être. Merci de votre courage d'être venu vers l'avant. Christian, attirer des personnes normales. Attirer des personnes normales. C'était la question. Qu'en est-il des personnes normales pour lutter contre le déclin de la population et pour
donner à ces nouveaux arrivants des compétences nécessaires. La question doit être interprétée de manière un peu différente en travaillant avec des sociétés dans le domaine de l'énergie et dans le domaine maritime. Ce sont des travailleurs tout à fait normaux. Ils ont beaucoup de tâches manuelles à exercer. En tant qu'université, on ne peut pas tout simplement donner un cours. Nous travaillons avec les établissements locaux et régionaux de l'éducation pour rencontrer les gens là où ils sont et pour renforcer leurs qualifications pour qu'ils deviennent des opérateurs ruraux. Je pense que pour la robotique, c'est bien aussi d'avoir un pool de gens plus large, avec des femmes notamment, un potentiel qui peut être également utilisé. Mais il faut aussi que les gens travaillent plus longtemps autour de ces systèmes robotiques, car il ne s'agit pas de tâches très lourdes. Vous avez attiré 9000 personnes il y a 2 ans, des personnes normales. Nous comprenons ce que vous voulez dire. Je pense que les ingénieurs sont peut-être un peu bizarres, mais normaux quand même. Vous voulez dire quelque chose à ce sujet? J'aime beaucoup cette question parce que souvent on parle de talent et on ne dit pas ce que l'on entend par là. Pour nous, mettre seulement l'accent sur un diplôme universitaire est une erreur. Quelqu'un qui travaille dans un domaine rural, dans l'agriculture, est également un talent. Il faut comprendre donc le fait d'attirer des gens comme pas seulement attirer des universitaires. Avec la loi sur l'exonération fiscale, des aides et des incitants peut inciter quelqu'un qui veut, par exemple, ouvrir un magasin, de s'installer dans la région. Et cela ne concerne pas seulement les zones rurales. Bon. Est-ce que l'absence d'infrastructures pourrait être un problème si l'on veut obtenir des résultats sur le long terme? Vous avez parlé de besoins spécifiques. Vous avez dit qu'il faut qu'il y ait des écoles, le transport, les emplois présents. Est-ce que vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Tout est une question de volonté politique. Nous qui sommes ici, nous avons cette volonté politique. Maintenant, il faut déterminer les priorités et investir. Si on pense aux services publics de qualité, si vous avez une densité forte, il faut investir pour qu'il y ait des infrastructures adéquates. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais je voulais dire aussi que la large bande, qui était très chère pour nous, mais c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas ouvrir un magasin si vous n'avez pas de Wi-Fi, accès au Wi-Fi. Donc, il faut qu'il y ait des investissements pour pouvoir mettre à la disposition tous les services et toutes les infrastructures nécessaires. Un petit commentaire à ce sujet. La reconversion, requalification professionnelle. Nous avons constaté qu'en tant qu'université, nous y contribuons beaucoup.
c'est difficile de définir ce qu'on entend par personne normale. Nous sommes tous normaux. Il faut éduquer les gens pour leur donner accès. Dans les universités, nous avons les compétences. On parle de numérisation. Et nous pouvons offrir cette formation à la numérisation pour l'ensemble de la population. Je voudrais revenir sur cette question. Sur les défis particuliers. Et à cause du temps, il faudra être très concis. Mais je voudrais parler des obstacles. Bonne utilisation des fonds, naturellement. C'est une approche stratégique essentielle. Quels défis mentionneriez-vous dans le processus de structuration? Pouvez-vous mentionner l'un ou l'autre défi? Comme je l'ai dit précédemment, la ville doit être attirante d'une manière générale. Donc, vous devez avoir des sites, pas seulement des sites physiques, mais aussi une politique, une législation, un système pour attirer des talents, par exemple. Vous devez travailler sur beaucoup de plans, sur la gouvernance, etc. Donc, vous devez travailler sur beaucoup d'aspects en même temps. Ce n'est pas simple à faire parce que chaque sujet dans l'écosystème veut avancer lui-même. Il faut donc trouver des mécanismes et se rencontrer pour transformer une ville. Que doivent faire les politiques, les entrepreneurs, les universités, les utilisateurs, les citoyens, les gouvernements régionaux et nationaux, que doivent-ils financer pour rénover certaines zones stratégiques, etc. Donc, il y a beaucoup de choses à faire et ceci constitue un des grands défis. Je voulais mentionner cela parce que de cette façon-là, on peut créer un espace qui permet de confronter différentes idées. Il faut un espace physique aussi pour attirer les talents, c'est-à-dire un espace où les gens peuvent se rencontrer, faire du réseautage, rencontrer les différents talents, trouver des manières d'entrer en relation. C'est-à-dire, il faut quelque chose qui soit structuré, une discussion stratégique structurée et permanente pour changer la ville, en y intégrant les aspects économiques, comment devenir attirant pour le secteur économique, pour les entreprises et pour tout le monde. Donc, la gouvernance, une autre gouvernance que celle à laquelle on a l'habitude, et c'est un très grand défi. Donc, dans la mesure où vous essayez de fédérer les gens par rapport à un objectif, dans cette mesure-là, vous les habituerez à parler de l'avenir d'un lieu dans lequel ils se sentiront à l'aise. Donc, il s'agit de créer cet espace. Ces politiques stratégiques opérationnelles, parce que la réalité d'aujourd'hui est tellement complexe. Et on ne peut pas répondre par l'intermédiaire d'un seul acteur. Il faut trouver une gouvernance complexe. Cela semble difficile, mais il s'agit tout simplement d'une question d'habitude. Il faut créer une communauté.
une communauté qui doit savoir qu'ils ont des responsabilités partagées. Le plus grand défi, par exemple, c'est le logement à côté de la mobilité et des services publics, etc. C'est le logement qui est une priorité. Les gens qui viennent quelque part où il y a des problèmes de logement, ou simplement le logement c'est du Airbnb, et où les logements ne sont pas accessibles, ces personnes ne resteront pas. Des étudiants, des jeunes talents, des spécialistes, des chercheurs, etc., ne viendront pas. Alors, je reprends la parole pour le peu de temps qui nous reste. Vous dites, oui, c'est un peu complexe. Bon, mais c'est ce qui est revenu le plus souvent dans les discussions tout à l'heure. Donc, dans la transition post-industrielle, c'est très complexe. Vu toutes les questions que vous avez soulevées, donc les parties prenantes, comment avoir des discussions particularisées au lieu que de faire un tout. Alors, une question rapide. Un commentaire a été fait par le ministre de la province de Limbourg, bon, qui sans parler d'une transition profonde qui date de 1975. Alors, comment les gens peuvent être préparés à rehausser leurs compétences? Peut-être, bon, je ne sais pas, ils veulent une solution plus facile. Comment faites-vous en sorte de rendre ça plus facile et surtout que ça soit obligatoire de se recycler et de rehausser ses compétences? Bon, ça doit déjà être prêt dans la société. Surtout de ceux qui s'occupent de l'espace. Même chose pour ceux qui sont prêts à rehausser leurs capacités, qui veulent apprendre quelque chose. Il ne faut pas qu'ils considèrent que l'éducation reçue à l'école, c'est le fin des fins et c'est tout. Donc, il faut qu'ils soient prêts à apprendre du nouveau. Aussi, tout ce qui tourne autour du système économique, bon, peut faire l'objet d'interruptions dans le CV ou l'inverse. Donc, je pense que ça doit être bien fléché dans la société, surtout pour le système d'enseignement. Oui, on change de valeur, dit-on, ça revient souvent. Et donc, effectivement, le système d'enseignement fait l'objet de lourdes pressions pour vraiment se mettre à enseigner des compétences dont on a besoin. Donc, on a plusieurs problèmes vu la dépopulation et il y a des problèmes sensibles qui éprouvent certains pays. Donc, l'impact aussi des politiques en matière de migration. Alors, on dit que en Espagne ou en Italie, vous devez avoir l'entérinement de votre gouvernement. Il faut aussi avoir des salaires adéquats. Alors, qui veut parler de la migration? Oui, l'Italie était fortement impactée par ça. Dans toutes les discussions qu'on a avec les syndicats, pour ne pas parler qu'avec les entreprises, la première chose qu'ils vous disent, les syndicats, c'est qu'il n'y a pas de travail pour nous. Le grand défi des entreprises, c'est qu'il manque de force de travail, de main-d'œuvre. Avec tout ce qui entre dans notre pays, la solution doit exister.
avec tout ça, on peut effectivement combler les lacunes, mais ça ne semble pas être le cas. Cette correspondance ne se fait pas. Ceux qui viennent, ils doivent, je sais pas, devenir d'abord des migrants légaux. Une fois que c'est fait, il faut qu'ils aient un niveau de vie décent. Et surtout en Italie, les salaires ne sont pas brillants, sont très bas. Il y a pas mal de questions liées au pays qui ne permettent pas que cette correspondance s'établisse. Bologne, bon, c'est le cercle vertueux, bien sûr. Certains établissements d'enseignement moyen ou écoles spécialisées sont parvenus à établir des accords avec les entreprises. Et donc il y a ce courant qui va de l'école à l'entreprise à travers donc ces spécialisations. Mais ça ne suffit toujours pas. Donc j'ai l'impression que c'est là qu'il faut accorder un plus grand soutien. Alors, quelqu'un d'autre sur les courants migratoires et puis on va voir le rapport qu'il y a entre le national et le régional. Alors, la perspective de l'université. Bien sûr, nous voulons attirer les talents. Et ça a un rapport avec tous les facteurs que vous avez mentionnés. Les jardins à l'enfant, les centres de gardiennage des enfants, etc. Et ce sont les conditions qu'il faut réunir pour les chercheurs qui ont du talent. Mais il faut également une contribution non seulement de la ville, mais de l'État. Donc les conditions offertes aux nouveaux talents doivent être bien précises, doivent être claires. C'est un défi pour les universités, peut-être pas pour la nôtre, mais c'est vraiment le mécanisme de financement souple pour la recherche de base et pour les infrastructures. C'est peut-être le problème le plus critique chez nous. Quelque chose à rajouter sur la question des migrations? Alors, où en est le rapport avec l'État? Nous avons reçu la plus grande quantité de migrants à Castilla-La Mancha à la suite de la guerre en Ukraine. Beaucoup d'Ukrainiens sont venus chez nous. Bon, bien sûr, nous sommes fiers de cela. Ils sont bien établis. Les enfants fréquentent les écoles. Bon, nous avons la capacité et donc de leur donner toutes ces opportunités. Et puis je lisais, bon, les salaires qui ne sont pas adéquats, oui, en Espagne, c'est pas très haut les salaires, mais en milieu rural, bon, ça veut dire que vous pouvez bénéficier d'un niveau de vie très élevé. Et donc, ça doit être intéressant pour les jeunes, puisqu'ils ont une meilleure qualité de vie. Et ils ont même un plus grand amour-propre. Ralentissez un peu, voilà. Merci. Et puis, dernière remarque, il va aussi d'amour-propre, d'estime de soi. On normalise, on pense que tous les jeunes veulent quitter leur village et aller en ville, parce qu'effectivement, chez eux, bon, c'était pas aussi cool. Nous avons cette mentalité et c'est en train de changer. Et là, c'est un des plus grands défis. Par Castilla-La Mancha, il y a quelques décennies, on ne pensait pas qu'on serait leader pour produire de l'hydrogène, ce qui a attiré beaucoup de gens qui travaillent sur cette innovation. Et maintenant, c'est fait. Donc, on a modifié les mentalités. C'est
un des plus grands freins. Une simple remarque. Comme on a parlé de la formation tout au long de la vie, et il y a une remarque à ce sujet. Et donc, ce serait mieux si jamais les entreprises étaient liées à cet enseignement tout au long de la vie. Donc, au lieu simplement de donner du travail et de consommer du travailleur, comme on dit. Bon, on a parlé de longévité par rapport à l'âge. D'accord, sur les remarques de Lorenzo. Dans ce centre que j'ai mentionné, les entreprises ont commencé cette discussion du rehaussement des compétences. Pour faire face à la manque de main-d'œuvre. Donc, il doit faire du recyclage, etc. Donc, on investit dans les individus pour leur permettre de franchir le prochain pas, bien sûr, pour le bien de la société et de l'entreprise. Alors, oui. Alors, pour remplir ce vide entre l'enseignement et les entreprises. Alors, les entreprises sont intéressées à financer les travailleurs pour avoir ces diplômes que j'appellerais micro, ces titres micro. Et je pense que dans les prochaines années, ça va être plus largement répandu. À Tartu, les entreprises ont leur pied dans ce centre et donc on leur apprend aussi à mettre les chaussures de travail, les tenues de travail qui s'imposent, les casques. Et pour qu'effectivement, ils travaillent là où ça doit se faire. Bon, le Covid est passé, mais nous avons passé pas mal d'années où, il s'agit un peu plus important que de mettre les gens ensemble. Et plus vous réussissez cela, et au mieux ce sera. Les gens ont besoin d'enthousiasme et toujours encourageant d'entendre que la proximité physique où je trouve l'intelligence artificielle ou sur les robotiques, etc. Donc c'est toujours encourageant de considérer ça comme un espace en tant que concept, mais d'endroit où les gens se rencontrent. On ne peut pas éviter cela. Je pense que vous avez été tous remarquables. Je pense que je n'ai pas plus de temps et je demande à l'auditoire d'applaudir les membres qui sont sur le podium. Merci aux interprètes. Je ne l'avais pas fait la séance précédente et merci aux typistes. Bon, encore une fois, nous avons encore 25 minutes et puis à 7h, à 19h, vous aurez la rencontre avec Mme Ferreira et avec les jeunes. Donc, si vous voulez savoir la vérité de là où elles doivent venir, eh bien, vous aurez des boissons régionales. Vous aurez des boissons spiritueuses et d'autres. Ah, mais ça, c'est un encouragement pour rester avec nous. Et dans 25 minutes, on va parler des petits et centres moyens en milieu urbain, pour entraîner la croissance.